Tu penses vraiment que tu es digne de ma fille, Ben? Demanda Margaret Wellington, sa voix tranchant la conversation de Noël comme une lame glacée. Un simple livreur de pizza à notre table de Noël. Le silence qui suivit fut assourdissant. 17 paires d'yeux se tournèrent vers moi dans l'élégante salle à manger du manoir Wellington, décorée de compositions florales qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. Les lumières du sapin de Noël de 3 mètres clignotaient doucement en arrière-plan, créant un contraste cruel avec la tension qui régnait dans l'air. Je m'appelle Ben Martinez et, à 28 ans, je n'aurais jamais imaginé que je serais assis à la table de l'une des familles les plus influentes de Chicago, traité publiquement d'indigne le jour de Noël. Alors que Margaret me fixait de ses yeux froids comme de l'acier, attendant une réaction, je gardais une expression neutre. À côté de moi, Amanda me serrait la main sous la table, ses doigts tremblants. Nous étions ensemble depuis 8 mois et c'était la première fois qu'elle m'emmenait rencontrer sa famille. L'invitation était arrivée seulement une semaine auparavant, presque comme une réflexion tardive. « Maman, s'il te plaît », murmura Amanda, les joues rouges de honte. Margaret leva la main, faisant taire sa fille sans détourner le regard de moi. « Non, ma chérie. C'est une question légitime. Je suis sincèrement curieuse de connaître les projets professionnels de ton petit ami. » La pause avant le mot « petit ami » traduisait tout le mépris qu'elle ressentait. Ce que Margaret ignorait, c'est que pendant qu'elle se forgeait une opinion fondée sur des préjugés de classe, j'étais déjà en train de cataloguer mentalement chaque détail de la conversation. Chaque expression faciale, chaque réaction des invités, chaque mot soigneusement choisi pour m'humilier. Margaret Wellington n'était pas seulement une riche mondaine qui avait trop de temps libre. Elle était présidente du conseil d'administration de l'une des plus grandes organisations caritatives de Chicago, contrôlant des millions de dollars de dons. Et pendant 8 mois, alors qu'Amanda et moi construisions notre relation, j'avais secrètement enquêté sur les finances de cette même organisation. « Je travaille dur pour gagner ma vie », répondis-je calmement en prenant une gorgée du vin hors de prix qu'elle m'avait servi. « Et je suis fier de ce que je fais. » Un murmure dédaigneux parcourut la table. Le frère aîné d'Amanda, Charles, soupira dramatiquement. « Maman a raison, Amanda. Tu pourrais sortir avec quelqu'un de ton niveau social. Tu te souviens du fils des Morrison? Il réussit très bien dans l'entreprise de son père. » Margaret acquiesça d'un signe de tête. « Exactement. Charles comprend l'importance de maintenir un certain niveau. » Elle se pencha en avant, ses diamants scintillant à la lumière du lustre. « Ben, mon cher, vous semblez être un garçon sympathique. Mais vous comprenez certainement qu'Amanda mérite quelqu'un qui puisse lui offrir une stabilité financière adéquate? Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais passé les 3 derniers mois à infiltrer divers événements caritatifs dans la ville, documentant les irrégularités dans les rapports financiers de la Fondation Wellington. En tant que journaliste d'investigation indépendant, je travaillais à temps partiel comme livreur de pizza pour financer mes recherches et payer mes factures, mais ma véritable passion était de dénoncer la corruption parmi l'élite de Chicago. « Je comprends parfaitement, » répondis-je, en gardant un ton respectueux tandis que j'observais Margaret se préparer pour le coup de grâce. Elle sourit avec une satisfaction cruelle. « Tant mieux. Alors vous comprendrez quand je vous dirai que je préfère qu'Amanda trouve quelqu'un de plus convenable. Quelqu'un qui ne soit pas, disons, une ordure humaine vêtue de vêtements empruntés. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de feu. Amanda s'étouffa et renversa son verre de vin. Oncle George s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Même Charles semblait surpris par la brutalité de cette déclaration. Mais au lieu de me recroqueviller ou de m'enfuir, humilié comme elle l'espérait, je me contentai de sourire. Un sourire calme, presque reconnaissant. « Merci, Margaret », dis-je doucement en essuyant mes lèvres avec la serviette en lin. « Vous venez de me donner exactement ce dont j'avais besoin. » La confusion passa dans ses yeux pendant un bref instant, mais fut rapidement remplacée par davantage de mépris. « De quoi parlez-vous ? Si vous aimez cette histoire d'une mondaine arrogante qui a complètement sous-estimé le mauvais homme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé après cette humiliation de Noël a changé non seulement ma vie, mais aussi toute la structure du pouvoir de cette famille pour toujours. » Alors que Margaret souriait triomphalement, imaginant m'avoir remis à ma place, elle ne se doutait pas qu'elle venait de signer son propre arrêt de mort. Ce qu'elle considérait comme sa plus grande victoire allait devenir sa chute la plus dévastatrice. La confusion dans les yeux de Margaret ne dura que quelques secondes avant d'être remplacée par un sourire encore plus cruel. « Ah, bien sûr. Le livreur de pizza pense qu'il peut m'intimider avec ses petits mots mystérieux. » Elle rit, un son aigu qui fit plusieurs invités se tortiller inconfortablement sur leurs chaises. « Margaret, s'il te plaît, » murmura l'oncle George, essayant clairement d'apaiser la tension. « C'est Noël. »« C'est exactement pour ça que je fais ça, » répondit-elle, sa voix prenant un ton théâtral.
Amanda mérite de savoir la vérité sur le genre de personne que tu as amené à notre table sacrée. » Elle se leva et fit le tour de la table comme un prédateur encerclant sa proie. « Vous voulez savoir ce que j'ai découvert sur notre cher Ben ces derniers jours ?» Continua-t-elle en s'arrêtant derrière la chaise d'Amanda. « J'ai passé quelques coups de fil. J'ai parlé à des gens bien placés. Et j'ai découvert des choses très intéressantes. » Amanda se recroquevilla sur sa chaise. « Maman, arrête. »« Non, ma chérie. Tu dois écouter. » Margaret posa ses mains sur les épaules de sa fille de manière possessive. « Ton petit ami n'est pas seulement un simple livreur. Il travaille également en freelance pour des journaux de troisième ordre, où il écrit des potins sur des personnes importantes. » Mon sang se glaça. Comment l'avait-elle découvert? Charles se pencha en avant, intéressé. « Journaliste? Quel genre de journaliste? »« Le genre qui invente des histoires pour gagner de l'argent, » répondit Margaret avec dédain. « Enquêtiste, se qualifie-t-il lui-même? Mais nous savons tous que ce n'est qu'un terme élégant pour désigner un parasite social. » Elle retourna s'asseoir, savourant clairement chaque instant. Imaginez un peu, un homme qui n'a même pas les moyens de s'habiller correctement et qui essaie d'enquêter sur des gens bien. C'est presque comique. Ce que Margaret ignorait, c'est que ces bonnes sources m'avaient révélé exactement ce que j'avais besoin de savoir. Son enquête sur moi avait confirmé ce que je soupçonnais depuis des semaines. Elle savait que quelqu'un enquêtait sur la fondation Wellington. Et sa paranoïa la poussait à commettre des erreurs. « Tu as quelque chose à dire à ce sujet, Ben ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de malice. « Ou vas-tu rester assis là comme un chien puni ?» Je pris un morceau de pain et le mâchai lentement, tandis que tout le monde me regardait. La tension dans la pièce était palpable. Amanda me serrait la main si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma peau. « En fait, dis-je calmement, merci de m'avoir donné l'occasion parfaite. » Margaret fronça les sourcils. « Une occasion pourquoi ? » « Pour parler de la fondation Wellington pour les enfants défavorisés. » Je prononçai chaque mot clairement, observant son expression changer radicalement. « Tu la connais, n'est-ce pas, Margaret ? Après tout, tu es présidente du conseil depuis combien d'années déjà ? 8 ? 9 ? Le silence qui suivit était différent des précédents. Il était lourd, comme l'air avant un orage. Margaret avait complètement cessé de sourire. « Comment osez-vous mentionner mon travail caritatif ?» siffla-t-elle. « Cette fondation a aidé des milliers d'enfants. » « Vous avez raison, » acquiesçai-je. « D'après les rapports publics, vous avez collecté plus de 12 millions de dollars au cours des 3 dernières années. Des chiffres impressionnants. » Je fis une pause, prenant une autre gorgée de vin. « C'est intéressant que seulement 2 millions aient effectivement été versés aux enfants, n'est-ce pas ?» Margaret pâlit complètement. Charles se redressa sur sa chaise, perplexe. « De quoi parle-t-il, maman ? » « Il invente des mensonges, » répondit-elle rapidement, mais sa voix avait perdu toute son assurance. « Ce sont les calomnies désespérées de quelqu'un qui cherche à se venger. »« Margaret, dis-je doucement, je peux t'appeler Margaret maintenant, n'est-ce pas, puisque nous sommes si francs ?» Elle ne répondit pas, les yeux fixés sur moi comme ceux d'un serpent acculé. « Tu veux savoir comment j'ai découvert les 10 millions qui ont disparu ?» Amanda lâcha ma main, regardant tour à tour sa mère et moi avec une horreur grandissante. « Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ta mère croit que je ne suis qu'un livreur de pizza qui écrit des ragots, » expliquai-je en gardant un ton conversationnel. Mais ces 8 derniers mois, pendant que je livrais des pizzas pendant la journée, je passais mes nuits et mes week-ends à faire autre chose. Je pris mon téléphone dans ma poche et naviguai jusqu'à un dossier spécifique. Je me suis infiltré dans 17 événements caritatifs organisés par l'élite de Chicago. J'ai photographié des documents. J'ai enregistré des conversations. J'ai obtenu des copies de rapports financiers qui, curieusement, ne correspondent pas aux déclarations publiques. Margaret a essayé de se lever, mais ses jambes semblaient avoir perdu toute leur force. « Tu n'as pas pu. » L'appartement de 2 millions de dollars sur Lakeshore Drive, enregistré au nom de ta sœur, mais payé avec les fonds de la fondation. Ai-je continué en faisant défiler l'écran. Les voyages en Europe classés comme missions humanitaires, mais sans aucune activité caritative enregistrée. Les 50 000 dollars dépensés pour un gala où seuls 2 000 ont été réellement destinés aux enfants. Oncle George était devenu livide. « Margaret, est-ce vrai ? » « Il ment, » s'écria-t-elle, perdant complètement son sang-froid. « C'est un complot. Il essaie de nous détruire. »« Pourquoi ferais-je cela ?» demandai-je, sincèrement intrigué. « Je ne te connaissais même pas il y a quelques heures. Comment pourrais-je orchestrer un complot contre une personne dont je n'ai appris l'existence que lorsqu'Amanda m'a invité à dîner ?»
Charles se pencha en avant. Attends, tu as vraiment des preuves de ces accusations? Je posai le téléphone sur la table. 3 mois d'enquête. Des documents, des photos, des enregistrements, des témoins. Tout a été vérifié et authentifié. Je regardai Margaret droit dans les yeux. Y compris la réunion que tu as eue la semaine dernière avec les autres membres du conseil pour discuter de la meilleure façon de dissimuler les détournements de fonds. Le verre de vin trembla dans la main de Margaret avant de glisser et de se briser sur le sol. Le bruit résonna dans la salle à manger comme un coup de feu. « Vous étiez là », murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'horreur. « Je servais les cocktails », confirmai-je avec un sourire. « La société de restauration que vous avez engagée, je travaille pour eux le week-end. Un autre emploi que vous jugeriez certainement indigne. » Amanda se leva brusquement, renversant sa chaise. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas volé l'argent d'enfants dans le besoin. » Margaret regarda autour de la table, cherchant du soutien, mais ne trouva que des visages choqués et accusateurs. « Amanda, ma chérie, tu ne comprends pas. Les choses ne sont pas aussi simples qu'il le dit. »« Alors explique, » dit Charles d'une voix dure. « Explique comment l'argent destiné à des enfants orphelins a financé ta vie de luxe. »« Je travaille dur, » s'écria-t-elle. « Je consacre ma vie à ces causes. Je mérite une rémunération adéquate. 200 000 $ par an ne te suffisait pas? Demandai-je. Il te fallait 2 millions de dollars supplémentaires par an en frais de fonctionnement? Le silence qui suivit ne fut rompu que par le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Margaret était acculée et elle le savait. Mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'était que ce n'était que le début. « Amanda, » dit Margaret désespérément, « tu ne vas pas croire ce clochard plutôt que ta propre mère, n'est-ce pas ?» Amanda la regarda, les larmes aux yeux. « Maman, des enfants dans le besoin. Tu as volé des enfants dans le besoin. »« Je n'ai rien volé, » cria Margaret, son masque d'élégance tombant enfin. « J'ai pris ce qui m'appartenait de droit. Vous ne comprenez pas le travail que cela représente de maintenir cette famille, cette réputation, cette position dans la société. En volant dans des orphelinats et des refuges, murmurai-je en faisant semblant de consulter des notes sur mon téléphone. Intéressante définition du droit. Margaret se tourna vers moi avec une haine pure dans les yeux. « Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Vous avez séduit ma fille, vous vous êtes infiltré dans ma famille. Tout ça pour me détruire. » « En fait, » répondis-je calmement, « j'ai rencontré Amanda complètement par hasard. Elle a renversé du café sur moi un matin et a insisté pour payer la blanchisserie. Nous avons commencé à discuter et... Eh bien, vous connaissez la suite. J'ai souri à Amanda, qui était encore en train d'assimiler tout cela. L'enquête sur vous a commencé bien avant que je la rencontre. « Comment ça ?» demanda Margaret, la confusion se mêlant à la panique dans sa voix. La fille d'un des employés de la fondation est venue me voir il y a 3 mois. Une petite fille de 10 ans dont le père travaille à la comptabilité. Ma voix est devenue plus froide. Elle m'a dit que son père pleurait tous les soirs parce qu'il savait que des enfants mouraient de faim pendant que vous achetiez des bijoux avec l'argent destiné à leur nourriture. Margaret vacilla comme si elle avait reçu un coup de poing. Ce n'est pas possible. Robert Martinez, comptable senior de la fondation depuis 15 ans, continuai-je implacablement. Il a découvert les irrégularités, a essayé de vous en parler, et a été menacé de licenciement s'il ne se taisait pas. Il a alors cherché la seule issue qu'il connaissait, la presse. « Vous allez me détruire », murmura-t-elle, comprenant enfin l'ampleur de la situation. « Non », répondis-je en rangeant mon téléphone. « Vous vous êtes déjà détruite. Je vais simplement rendre cela public. » Et tandis que Margaret Wellington s'effondrait sur sa chaise, complètement vaincue, je réalisais que la véritable bataille ne faisait que commencer. Car ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette exposition publique n'était que la première étape de ce que j'avais prévu. Ce qui se passerait lorsque l'histoire serait publiée dans les journaux le lendemain matin bouleverserait non seulement sa vie, mais aussi toute la structure corrompue qu'elle représentait à Chicago. L'explosion de Margaret résonna dans la salle à manger comme une sirène d'urgence. « Vous ne comprenez pas » cria-t-elle en pointant un doigt tremblant dans ma direction. « C'est un parasite. Il a séduit Amanda pour s'approcher de nous, pour détruire notre famille. » Charles se leva brusquement, renversant sa chaise. « Maman, ça n'a pas d'importance maintenant. S'il a des preuves concrètes, nous devons nous en occuper. »« Il n'y a aucune preuve, » hurla Margaret, perdant complètement le contrôle. « Ce sont des documents falsifiés, des photos truquées. Ce n'est qu'un escroc qui essaie de faire chanter notre famille. » Amanda resta debout, les larmes coulant sur son visage. « Ben,
Est-ce vrai? Tu as vraiment des preuves que ma mère a volé de l'argent à des enfants? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Amanda, je ne te mentirai jamais sur un sujet pareil. 3 mois d'enquête ne peuvent pas être falsifiés. Il ment. Margaret s'est tournée vers les invités restants, cherchant désespérément du soutien. Vous me connaissez depuis des décennies. Vous pensez que je suis capable de voler des enfants dans le besoin? Le silence gênant fut rompu par oncle George. Margaret, ma chérie, s'il y a des preuves, nous devrions peut-être. Tais-toi, George, grogna-t-elle. Personne ne t'a demandé ton avis. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment Margaret fonctionnait vraiment. Des décennies de pouvoir et de privilèges l'avaient transformée en une tyranne qui exigeait une soumission totale. Toute remise en question était considérée comme une trahison personnelle. Ben, dit Charles, la voix tendue, si tu publies cette histoire, tu ne détruiras pas seulement notre mère. Cela affectera des centaines d'employés innocents, notre réputation familiale, des entreprises qui dépendent de nous. Charles, s'écria Amanda en se tournant vers son frère, furieuse. Tu la défends après ce que nous venons d'entendre. J'essaie d'être pragmatique, répliqua-t-il. Les familles riches ont toujours été des cibles. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Margaret s'accrocha à cette suggestion comme à une bouée de sauvetage. Exactement. Ben, combien veux-tu? 500 000? 1 million? Dis-moi ton prix pour que ce malentendu disparaisse. Cette offre de pot de vin devant 17 personnes fut le moment le plus révélateur de la soirée. Elle croyait vraiment que l'argent pouvait acheter le silence sur n'importe quel crime. Ce n'est pas une question d'argent, répondis-je calmement. C'est une question de justice. De justice? Cracha-t-elle. Quelle justice y a-t-il à détruire une famille respectable sur la base des accusations d'un inconnu? Amanda recula d'un pas, comme si elle avait reçu une gifle. Maman, comment peux-tu parler ainsi de l'homme que j'aime? Parce qu'il ne t'aime pas, idiote, explosa Margaret. Il s'est servi de toi pour nous atteindre. Réveillez-vous tous. C'est un plan d'extorsion élaboré. L'insulte envers Amanda fut le point de non-retour. Tout mon sang-froid professionnel disparut instantanément. Ça suffit, dis-je en me levant lentement de ma chaise. Ma voix, auparavant calme, était désormais empreinte d'une dureté qui fit reculer plusieurs personnes. Margaret, vous venez de franchir la seule ligne que vous n'auriez jamais dû franchir. Comment osez-vous me menacer dans mon propre? Je ne vous menace pas, l'ai-je interrompu. Je vous informe. J'étais prêt à retarder la publication, voire à négocier une exposition contrôlée si vous coopériez avec les autorités. Mais insulter Amanda? La traiter d'idiote parce qu'elle m'aime? Cela change tout. Je repris mon téléphone et tapai un long message tout en parlant. J'annule ma demande de report. L'article sera publié demain à 6 h du matin. Une complète, en pleine page, avec toutes les preuves. Margaret est devenue blanche comme un linge. Vous ne pouvez pas. Je peux et je vais le faire, ai-je répondu fermement. De plus, j'envoie des copies de tous les documents au FBI, à l'IRS et au procureur général de l'État de l'Illinois. Ils recevront tout aujourd'hui. Charles a tenté d'intervenir à nouveau. Ben, soyez raisonnable. Nous pouvons régler cela civilement. À l'amiable, ai-je répondu en riant sans humour. Votre mère m'a traité de ordure et a insulté votre sœur. Où était votre souci de civilité il y a 10 minutes? Amanda s'est approchée et m'a touché le bras. Ben, tu es sûr de toi? Les conséquences seront énormes. J'en suis absolument certain, ai-je répondu en couvrant sa main de la mienne. Amanda, tu as vu les documents que j'ai apportés? Des enfants de 5 ans dorment par terre dans des refuges pendant que leur mère achète une 3e maison de vacances avec l'argent destiné à leur acheter des matelas. Margaret s'est effondrée sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Vous ne comprenez pas la pression, les attentes. Maintenir cette position dans la société coûte de l'argent. Et tu as décidé que des enfants orphelins devaient payer pour ton style de vie, ai-je ajouté froidement. Oncle George s'est levé, visiblement mal à l'aise. Je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille. Margaret, tu dois appeler tes avocats immédiatement. D'autres invités ont commencé à se diriger vers la sortie, murmurant des excuses embarrassées. L'élégante fête de Noël se transformait en une débandade. « Attendez !» cria Margaret en se levant tant bien que mal. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous sommes une famille respectée. Ce n'est qu'une situation temporaire. » Mais les gens prenaient déjà leur manteau, évitant tout contact visuel. Des décennies de relations sociales s'étaient évaporées en quelques minutes.
Amanda regarda autour d'elle, puis vers moi. Ben, je suis désolé pour tout ça. Pour la façon dont elle t'a traité. Tu n'y es pour rien, la rassurai-je. Mais tu dois comprendre que ça va empirer avant de s'améliorer. Charles, qui était resté en retrait, nous regardait d'un air sombre. Ben, tu viens de déclarer la guerre à la famille Wellington. Nous avons des ressources, des relations, des avocats. Et j'ai la vérité, répliquai-je simplement. Nous verrons bien qui est le plus puissant. Margaret releva la tête, ses yeux rougis par les larmes brillant désormais d'une lueur plus dangereuse que le désespoir, de la haine pure. Tu as détruit ma famille, siffla-t-elle. Mais si tu penses que je vais t'accepter cela passivement, tu te trompes lourdement. Je me battrai de toutes mes forces. Je dévoilerai chaque détail de ta vie pathétique. Quand j'en aurai fini avec toi, personne ne croira un mot de ce que tu diras. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Margaret n'était pas seulement corrompue, elle était complètement psychotique. Le masque de la mondaine élégante était tombé, révélant une femme capable de tout pour protéger son monde privilégié. « Fais ce que tu veux », répondis-je. « Mais souviens-toi, chacun de tes gestes contre moi sera documenté et utilisé comme preuve supplémentaire d'entrave à la justice. » Je quittai le manoir Wellington avec Amanda à mes côtés, laissant Margaret hurler des menaces derrière nous. Alors que nous marchions vers ma voiture, Amanda me serra fermement le bras. « Ben, que va-t-il se passer maintenant ?» Je me suis retourné et j'ai vu la silhouette de Margaret à la fenêtre, qui nous regardait encore partir. Maintenant, Amanda, elle va découvrir qu'elle a complètement sous-estimé l'homme qu'elle avait affaire. Et quand la tempête que j'ai déclenchée se sera enfin calmée, ni elle ni ses relations influentes ne pourront la protéger des conséquences. Ce que Margaret Wellington ignorait, c'est que son explosion de haine et ses menaces avaient été enregistrées par le système de sécurité de sa propre maison, un détail que j'avais déjà remarqué et qui lui rendrait impossible de nier quoi que ce soit de notre conversation. La véritable bataille ne faisait que commencer, et j'avais beaucoup plus d'armes à ma disposition qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures avec 17 appels manqués provenant de numéros inconnus et 43 SMS allant de menaces directes à des offres de pots de vin. Margaret avait passé la nuit à mobiliser tout son réseau de contacts. « Ben, tu as vu les informations ?» m'a demandé Amanda à 6h30, la voix tendue. Maman a accordé une interview exclusive à Channel 7 dans laquelle elle dit que tu es un escroc obsessionnel qui a inventé de fausses preuves pour faire chanter notre famille. J'ai allumé la télévision et j'ai vu Margaret, assise élégamment sur le canapé du studio, vêtue d'un tailleur bleu conservateur et affichant ce masque de dignité blessée qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. « Ce jeune homme a clairement des problèmes mentaux », disait-elle à la présentatrice d'une voix tremblante et contrôlée. Quand il a découvert qui était ma famille, il a commencé à harceler Amanda, créant un fantasme élaboré sur notre fondation caritative. Je crains pour la sécurité de ma fille. J'ai souri en regardant sa performance. Margaret suivait exactement le scénario que j'avais prévu. Discréditer le messager pour discréditer le message. C'était une tactique classique, mais complètement inadaptée à la situation dans laquelle elle se trouvait. Je pris mon téléphone et appelai James Morrison, rédacteur en chef du Chicago Tribune. « James, c'est Ben Martinez. Je serai à ton bureau dans 20 minutes. »« Ben, mec, j'attendais ton appel depuis hier, » répondit-il, clairement enthousiaste. « L'affaire Wellington fait rage. Quelle preuve as-tu exactement ?»« Tout, » répondis-je simplement. « Absolument tout. » 1 heure plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence du Tribune avec James et 3 journalistes chevronnés, étalant des documents, des photos et des transcriptions d'enregistrements sur la table en acajou. « Bon sang !» murmura Sarah Chen, une journaliste d'investigation chevronnée, en feuilletant les relevés bancaires. « Ben, c'est de l'or en barre. Où as-tu eu accès à ces documents internes ?» Robert Martinez, le comptable de la fondation, a tout copié avant d'être menacé de licenciement, expliquai-je. Il a conservé des copies pendant 2 ans, attendant le bon moment. Quand il m'a contacté, il m'a dit qu'il ne supportait plus de voir des enfants dans le besoin, alors que Margaret finançait son train de vie luxueux. James étudiait les photos que j'avais prises lors des événements caritatifs. Ces images de la réunion du conseil d'administration sont accablantes. Margaret est littéralement en train de discuter de la manière de dissimuler les détournements de fonds. Et les enregistrements sont encore meilleurs, ai-je ajouté en connectant mon téléphone portable au système audio de la pièce. La voix de Margaret résonna clairement. Si ces inspecteurs idiots découvrent les comptes offshore, nous sommes foutus. Nous devons transférer plus d'argent vers des organisations fantômes. Le silence qui suivit était éloquent. « Ben, » dit James lentement, « cela va bien au-delà d'un simple reportage. Nous parlons d'une enquête fédérale. » « Exactement. »
acquiescer je. Et Margaret Wellington vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Je leur ai montré l'enregistrement de l'interview matinale. Elle a publiquement nié toutes les accusations, qualifié les preuves de fausses et m'a traité de mentalement instable. Cela signifie qu'elle ne peut plus plaider l'ignorance ou tenter un accord à l'amiable. Sarah acquiesça, comprenant immédiatement. Elle s'est enfermée dans une position défensive. Tout changement de discours maintenant ressemblera à un aveu de culpabilité. Mieux encore, ai-je poursuivi, les menaces qu'elle a proférées hier soir au téléphone ont toutes été enregistrées. Obstruction à la justice, intimidation de témoins et tentative de subornation. Elle a transformé un scandale financier en une affaire criminelle à multiples facettes. James se cala dans son fauteuil, un sourire se dessinant sur son visage. Ben, tu n'as pas seulement attrapé un gros poisson. Tu as attrapé le gros poisson alors qu'il se débattait si fort qu'il s'est encore plus empêtré dans le filet. À 2 heures de l'après-midi, la première version de l'article était terminée. Il ne s'agissait pas seulement d'une dénonciation de la corruption au sein de la Fondation Wellington, mais d'une analyse complète du système qui avait permis à des mondains comme Margaret d'opérer en toute impunité pendant des décennies. Nous voulons en faire une série en 5 parties, expliqua James. Première partie, la fraude au sein de la Fondation. Deuxième partie, comment d'autres organisations d'élite pourraient faire de même. Troisième partie, le rôle des autorités qui n'ont pas détecté les détournements. Quatrième partie, interview des victimes, les enfants qui ont été lésés. Cinquième partie, réforme nécessaire du système de surveillance des organisations caritatives. C'était bien plus que ce que j'avais imaginé au départ. Margaret avait transformé mon enquête ponctuelle en une véritable croisade journalistique. À 4 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro privé. Ben Martinez a demandé une voix masculine inconnue. Je m'appelle Paul Harrison, directeur du FBI. Division des crimes financiers. Pouvons-nous discuter? 2 heures plus tard, je me trouvais dans une salle fédérale où 3 agents me débriefaient. Ils avaient déjà obtenu des mandats de perquisition pour tous les bureaux de la Fondation Wellington, les résidences de Margaret et les comptes bancaires associés. Vos preuves ont été cruciales, m'expliqua l'agent Harrison. Mais ce qui a vraiment accéléré notre enquête, ce sont les menaces qu'elle a proférées à votre rencontre hier. Cela démontrait une conscience de sa culpabilité et une intention d'entraver la justice. Lorsque je suis sorti du bâtiment fédéral, il était 7 heures du soir. Amanda m'attendait dans le parking, appuyée contre ma voiture, les yeux rougis par les larmes. « Ben, m'a-t-elle dit lorsque je me suis approché, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. »« Toujours, » ai-je répondu en lui caressant doucement le visage. « Tu t'es approché de moi intentionnellement, dans le cadre de l'enquête ?» La question que je savais inévitable. « Amanda, quand je t'ai rencontrée, je ne savais même pas que tu existais. L'enquête sur ta mère a commencé 3 mois avant notre première rencontre. Quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai failli mettre fin à notre relation pour éviter tout conflit d'intérêts. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je suis tombé amoureux de toi, répondis-je simplement. Et parce que me retirer de l'histoire n'aurait pas fait disparaître les preuves. Cela n'aurait fait que retarder la justice. Amanda acquiesça lentement. Ma mère m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a dit que tu avais tout planifié depuis le début. Ta mère est désespérée, ai-je fait remarquer. Les gens désespérés inventent des théories du complot pour éviter d'accepter la réalité de leurs propres actes. Cette nuit-là, tandis qu'Amanda dormait à mes côtés, j'ai repassé mentalement chaque élément du plan qui s'était déroulé au cours de la journée. Le FBI était en action. La presse était mobilisée. Margaret s'était publiquement incriminée. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son interview matinale avait fait bien plus que simplement nier les accusations. Si vous suivez cette histoire d'une mondaine arrogante qui a creusé sa propre tombe, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque les autorités fédérales ont frappé à la porte du manoir Wellington le lendemain matin a dépassé toutes mes attentes. Margaret Wellington avait passé des décennies à croire que l'argent et ses relations la rendaient intouchable. Elle était sur le point de découvrir qu'il existait une force plus puissante que le privilège. La vérité documentée entre les bonnes mains, au bon moment. Pendant qu'elle dormait dans son lit de soie, rêvant probablement de moyens de me détruire, des agents fédéraux mettaient la dernière main aux préparatifs de l'opération qui allait changer sa vie à jamais. Et contrairement aux cibles de ses manipulations passées, il ne pouvait être acheté, intimidé ou influencé par son statut social. Le vrai spectacle ne faisait que commencer. 6h30 du matin, le 26 décembre. Mon téléphone a sonné pendant que je préparais le café. Ben, c'est James Morrison. Tu dois allumer la télévision. Tout de suite.
J'ai pris la télécommande et j'ai zappé sur Channel 7. Margaret était de retour dans le studio du matin, mais cette fois-ci, elle n'avait plus rien d'élégant. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage était coulant et elle gesticulait frénétiquement tout en parlant. « Cet homme est un harceleur obsessionnel », criait-elle à la présentatrice choquée. « Il s'est introduit chez moi, a menacé ma famille, a fabriqué de fausses preuves. Je veux une protection policière. » La présentatrice essayait de la calmer. « Madame Wellington, hier, vous disiez qu'il n'était qu'un escroc avec des problèmes mentaux. Maintenant, vous parlez d'effraction ? Il a des relations. Des gens corrompus dans la presse, au FBI. C'est un complot pour me détruire. » Sanglotait Margaret, complètement hors d'elle. Amanda, qui avait passé la nuit chez moi, regardait la télévision avec horreur. « Ben, que s'est-il passé? Pourquoi est-elle dans cet état ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna à nouveau. Numéro inconnu. Ben Martinez, ici l'inspectrice Sarah Collins, du département de police de Chicago. Je dois vous parler de toute urgence. Margaret Wellington a porté plainte pour harcèlement, effraction et extorsion. Inspectrice Collins, répondis-je calmement, je suis à votre disposition. Mais je vous suggère d'amener votre équipe technique lorsque vous viendrez me chercher. Pourquoi ? Parce que j'ai des enregistrements de chaque conversation, chaque menace, chaque tentative de subornation qu'elle a faite au cours des dernières 48 heures. Et vous voudrez voir ça avant qu'elle ne change à nouveau sa version. 2 heures plus tard, j'étais au poste de police, non pas en tant que suspect, mais en tant que témoin principal. L'inspectrice Collins reproduisait sur son ordinateur les enregistrements que je lui avais remis. La voix désespérée de Margaret résonnait dans la pièce. « 50 000 $ si vous arrêtez cette folie. 100 000. Combien voulez-vous, maudit soyez-vous. » « Bon sang, » murmura Collins. Elle a vraiment proposé un pot de vin. À plusieurs reprises, confirmai-je. Et les menaces sont devenues de plus en plus précises. Nous avons reproduit l'appel de 3 heures du matin, où Margaret, clairement bouleversée, détaillait comment elle détruirait ma carrière, me ferait perdre Amanda et s'assurerait que je ne travaille plus jamais comme journaliste. « Ben, » a dit Collins, « vous comprenez que cela change complètement la nature de l'affaire ? Elle n'est plus une victime potentielle qui porte plainte. C'est une suspecte qui tente d'entraver une enquête fédérale. » Je comprends parfaitement. À ce moment-là, l'agent Harrison du FBI est entré dans la pièce. « Inspecteur Collins, nous devons coordonner les opérations. Les mandats ont été exécutés il y a 1 heure. » Il s'est tourné vers moi. « Ben, les preuves que vous avez fournies ont été confirmées. Nous avons trouvé des documents supplémentaires au domicile des Wellington qui corroborent tout. Mais il y a une complication. » « Laquelle ? » Margaret Wellington a disparu. Amanda, qui avait été autorisée à m'accompagner, pâlit. « Comment ça, disparu ? » « Lorsque nous sommes arrivés au manoir à 7 heures du matin avec les mandats, expliqua Harrison, nous avons trouvé Charles Wellington seul. Il a dit que sa mère était partie au petit matin et n'était pas revenue. Sa voiture est dans le garage. Son téléphone portable a été laissé à la maison. » Le détective Collins fronça les sourcils. « Elle s'est enfuie à pied ? Ou quelqu'un est venu la chercher ?» dit Harrison d'un ton sombre. « Nous recherchons des mouvements sur ses comptes bancaires, ses contacts internationaux, d'éventuels complices. » C'est alors que mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Tu as détruit ma vie, Ben Martinez. Maintenant, c'est mon tour. » Je montrai le message aux agents. Harrison poussa un profond soupir. « Elle passe à la vitesse supérieure. Ben, je dois recommander une protection policière. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondis-je en tapant une réponse sur mon téléphone. « Margaret, où es-tu » La réponse arriva en quelques secondes. « Warehouse District, quai 42. Viens seul ou Amanda en subira les conséquences. » Amanda se leva brusquement. Elle ne peut pas être sérieuse. Comment pourrait-elle m'attraper ? Je suis ici avec vous. Harrison parle rapidement dans sa radio lorsqu'un autre SMS arrive. C'est une photo de Victoria, la sœur d'Amanda, attachée à une chaise, la bouche recouverte de rubans adhésifs. « Mon Dieu !» murmure Amanda. Victoria. « Ben, c'est devenu un enlèvement fédéral, » dit Harrison d'un ton ferme. « Ne t'approche pas de cet endroit. »« Agent Harrison, » répondis-je en me levant, « vous avez des équipes de secours entraînées, du matériel de surveillance, des protocoles établis. Mais Margaret Wellington a passé 48 heures à perdre complètement la raison, et maintenant elle a une otage innocente. » Je pris ma veste. « Elle veut m'affronter directement ? Parfait.
parce que j'ai aussi des choses à lui dire. Ben, non. Amanda me retint par le bras. Elle est complètement hors d'elle. Elle est capable de tout. Exactement, ai-je acquiescé en embrassant son front. Les gens hors de contrôle commettent des erreurs. Et les erreurs sont des preuves. Pendant que les agents organisaient l'opération de bouclage et de sauvetage, j'ai passé mentalement en revue chaque élément de la situation. Margaret était passée de la fraude d'entreprise à l'enlèvement fédéral. Chaque choix qu'elle faisait aggravait exponentiellement ses perspectives juridiques. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Victoria m'avait envoyé des messages toute la matinée, inquiète de la disparition de sa mère. Elle n'avait pas été kidnappée, elle nous aidait. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés au complexe portuaire. L'agent Harrison coordonnait 3 équipes de sauvetage stratégiquement positionnées autour de l'entrepôt où Margaret était censée retenir Victoria captive. « Ben, dit Harrison à travers la radio que je portais, souviens-toi, fais-la parler. Plus elle passera de temps à expliquer ses motivations, plus nous aurons de preuves et plus nos équipes auront de chances de se positionner. » Je poussai la porte de l'entrepôt. Margaret se tenait au milieu de la pièce vide, toujours vêtue du même tailleur froissé qu'à la télévision le matin. À côté d'elle, sur une chaise, Victoria semblait véritablement effrayée, ligotée et bâillonnée. « Vous êtes venue, » dit Margaret, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Je pensais que vous enverriez la police à votre place. »« Où est passé votre esprit de Noël, Margaret ?» demandai-je en m'avançant lentement vers elle. « Je crois qu'une approche plus personnelle est préférable. »« Vous avez tout détruit, » cria-t-elle en pointant un doigt tremblant vers moi. « Ma réputation, ma famille, mon héritage. Tout ça à cause de votre obsession malsaine. »« Margaret, » dis-je calmement en m'arrêtant à environ 2 mètres d'elle, « vous avez volé des millions d'enfants dans le besoin. Je n'ai fait que documenter vos agissements. J'ai travaillé sans relâche pour ces enfants. J'ai sacrifié des années de ma vie. En achetant des appartements à 2 millions et en voyageant à travers l'Europe. » Elle vacilla légèrement, et c'est là que je réalisai qu'elle était sous l'emprise d'une substance. Alcool, médicaments, ou les deux. « Vous ne comprenez pas la pression que représente une position comme la mienne, » dit-elle, sa voix oscillant entre la colère et l'apitoiement sur soi-même. « Les attentes, les responsabilités. Et les enfants de 5 ans qui dorment par terre parce que vous avez détourné l'argent destiné à acheter des matelas, ça, ils comprennent. » Margaret sortit quelque chose de sa taille. Une petite arme, qu'elle tenait d'une main tremblante. « Maintenant, tu vas publier un démenti, » dit-elle en essayant de rendre sa voix plus ferme. « Tu vas admettre que tu as inventé toutes ces accusations, que tu as falsifié des preuves, que tu m'as persécuté par obsession. » Je levai lentement les mains. « Margaret, même si je faisais ça, ça ne changerait rien. Le FBI a déjà toutes les preuves. Les enquêtes sont indépendantes de mon travail journalistique. Alors tu vas les appeler et leur dire que tu as commis une erreur. » C'est alors que Victoria retira le ruban adhésif de sa bouche et se libéra des liens lâches. « Maman, » dit-elle calmement en se levant de sa chaise, « arrête ça. » Margaret se retourna, confuse. « Victoria, comment as-tu » ? « Les liens étaient faux, maman. Tout comme l'enlèvement. J'ai accepté de t'aider parce que je pensais que tu avais un plan rationnel pour te défendre contre les accusations. » Victoria s'écarta pour se mettre hors de portée. « Mais ça, des menaces avec une arme ? Tu as complètement perdu le sens des réalités. » La révélation que sa propre fille avait participé à un piège fut le coup de grâce pour la santé mentale déjà fragile de Margaret Wellington. Elle hésita entre moi et Victoria, l'arme tremblant dangereusement entre ses mains. « Vous avez comploté contre moi, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Ma propre fille m'a trahi. »« Non, maman, » dit Victoria avec une tristesse sincère. « Tu as trahi tes propres principes bien avant que nous n'arrivions. » C'est alors que les portes de l'entrepôt s'ouvrirent et que des équipes du FBI entrèrent en formation tactique, leurs armes pointées sur Margaret. « Margaret Wellington !» cria Harrison, « lâchez votre arme et levez les mains. » Margaret regarda autour d'elle, comprenant enfin qu'elle était complètement piégée. Ces décennies de manipulation et de contrôle avaient pris fin dans un entrepôt glacial, encerclé par des gens qui ne pouvaient être achetés, intimidés ou influencés. « J'étais respectée, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour nous. « J'avais de l'importance. Je faisais la différence. » « Et vous auriez pu continuer, » répondis-je doucement, « si vous n'aviez pas confondu servir et vous servir. » Margaret Wellington, la mondaine qui se croyait intouchable, lâcha son arme et s'effondra sur le sol en béton, sanglotant. Le son résonna dans l'entrepôt vide comme la fin d'une époque. Mais tandis que les agents la menottaient et lui lisaient ses droits,
je compris que le véritable climax n'avait pas été son arrestation. C'était le moment où Victoria avait choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale aveugle. La question qui restait était la suivante. Une fois que Margaret aurait affronté toutes les conséquences de ses actes, qu'adviendrait-il de l'héritage de la famille Wellington et de l'avenir de Chicago? La réponse allait venir dans les jours suivants, et elle serait plus bouleversante que nous ne pouvions l'imaginer. 6 mois plus tard, Margaret Wellington a été condamnée à 8 ans de prison fédérale pour fraude, blanchiment d'argent et enlèvement. Le FBI a récupéré 9,2 millions de dollars qui ont été redistribués à des organisations caritatives légitimes pour enfants. La fondation Wellington a été complètement restructurée sous une nouvelle direction, avec Robert Martinez, le courageux comptable, qui a pris la direction financière. Les enfants que Margaret avait volés ont enfin reçu les ressources qu'ils méritaient. Amanda et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple. Victoria était notre demoiselle d'honneur, étant devenue une ardente défenseuse de la transparence dans les organisations caritatives. Charles, initialement réticent, a finalement reconnu que dénoncer la corruption avait sauvé la réputation de la famille d'une chute encore plus grande. Ma carrière de journaliste a pris son essor. La série sur la corruption dans les organisations d'élite a remporté le prix Polk du journalisme d'investigation. Plus important encore, elle a inspiré des réformes législatives qui ont renforcé la surveillance des fondations caritatives dans tout le pays. Henry et Eleanor Blackwood m'ont personnellement remercié d'avoir empêché que l'héritage qu'ils avaient bâti ne soit davantage terni. « Vous avez sauvé notre entreprise de vous-même », m'a dit Henry en me serrant fermement la main. À Noël dernier, Amanda et moi avons fait du bénévolat dans le foyer pour enfants qui recevait désormais des fonds adéquats de l'ancienne fondation Wellington. En voyant les enfants jouer avec de nouveaux jouets et dormir dans des lits confortables, j'ai compris que la véritable victoire n'était pas de voir Margaret en prison. C'était d'avoir transformé sa cruauté en compassion, son avarice en générosité. Margaret a essayé de m'humilier en me traitant de déchet humain, mais elle m'a involontairement fait le plus beau des cadeaux, l'opportunité de prouver que la dignité ne vient pas d'un compte en banque, mais du caractère. Si cette histoire, qui raconte comment l'arrogance d'une mondaine a permis de sauver des centaines d'enfants dans le besoin, vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits où la justice triomphe du privilège. Parfois, être sous-estimé est exactement l'avantage dont vous avez besoin pour changer le monde.